Quand j'étais petite, avec mes frères et sœurs, mes parents nous emmenaient parfois à des brocantes. Parmi les babioles, les meubles anciens et les vieux tissus de grand-mère, il nous arrivait parfois de dégoter quelques petites pépites. Et je me souviens notamment d'une fois où nous sommes tombés sur un brocanteur qui proposait un énorme carton plein de cassettes pour une somme modique que mes parents ont fini par acheter. Avec ma sœur cadette, nous étions très intrigués par les quelques films d'horreur qui se trouvaient dans la boîte. Parmi eux, Le Veilleur de nuit, avec un acteur pour lequel j'avais déjà beaucoup d'admiration à l'époque, Ewan McGregor. Quelques jours plus tard, me retrouvant une après-midi seule à la maison, je décidai de prendre mon courage à deux mains. Armée de notre magnéto et de mon border collie prêt à attaquer tout ce qui pourrait sortir de l'écran, j'appuyais sur le bouton on et laissais la cassette s'enclencher. Bienvenue dans Goldies. L'intrigue débute par une porte qui s'ouvre à nous. Nous sommes accueillis par une jolie jeune fille. On comprend assez vite que c'est une prostituée recevant un client habituel. Cependant, il est assez vite clair que le client, dont on ne voit évidemment pas le visage, semblerait avoir des délires que l'on pourrait qualifier de particuliers. Je joue la morte. Tu veux que je meure, chérie? S'il te plaît, laisse-moi mourir pour toi. Alors que le client semble démarrer sa séance en lançant une piste qui, encore aujourd'hui, n'a pas voulu quitter ma mémoire, la situation change soudain dramatiquement. L'homme assassine sauvagement la femme. C'est alors que débute le générique du film durant lequel défilent des photos de femmes avec les yeux coupés ou rayés et des bribes d'interviews de police ayant découvert le corps de la jeune femme. Nous comprenons alors qu'une série de meurtres sévit depuis plusieurs mois dans la ville. Au même moment, alors que ces informations sont diffusées à la télé, 4 amis étudiants fêtent un anniversaire. Martin, interprété par Ewan McGregor, Catherine, sa petite amie, James, son meilleur ami, et Marie, l'amie de Catherine et petite amie de James. Du moins, on comprend qu'ils sont dans une relation compliquée. On apprend que Martin vient d'être engagé comme veilleur de nuit dans une morgue, et dès le lendemain, il se présente à son nouveau travail. Martin a rendez-vous avec l'ancien veilleur de nuit, le très aimable Monsieur Johnson. Monsieur Johnson, comment t'es entré? D'emblée, l'ancien veilleur de nuit réagit de manière un peu suspecte. Ils ont dû te dire pourquoi je pars. Non, je vous jure, rien du tout. L'ancien veilleur fait le tour des locaux avec Martin et lui montre comment il doit faire sa ronde. Toutes les heures, Martin doit faire tout un parcours et pointer dans différentes salles afin que ses supérieurs puissent vérifier qu'il a bien fait sa ronde une fois par heure. Arrête pas de regarder la clé. Tu ne quittes pas la clé des yeux. Eux, tu les regardes pas. Le job ayant lieu dans une morgue, Monsieur Johnson met Martin en garde face à plusieurs choses. Tout d'abord, il ordonne à Martin d'acheter une radio pour rompre la solitude durant ses nuits de garde. Ensuite, il avertit que si l'un des cadavres se réveille, l'alarme sonnera et Martin n'aura qu'à appeler un médecin de garde. Mais t'en fais pas. Ça risque pas d'arriver. L'ancien veilleur de nuit évoque enfin à Martin un scandale que l'hôpital avait réussi à étouffer il y a plusieurs années. Un scandale, un épouvantable scandale. Le veilleur de nuit. Il y a des années de ça. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait avec eux. Nous retrouvons plus tard à la fac Martin avec son meilleur ami, James, qui s'avère être en pleine crise existentielle. Pour pimenter leur vie qui, d'après James, a un goût de plus en plus fade, il propose à Martin de se donner une série de défis à relever. Après les cours, Martin part au travail. Sa première nuit à la morgue se passe sans problème particulier, mis à part l'angoisse constante de la solitude et des cadavres qui l'entourent.
Les 4 amis se retrouvent au bar. Durant la soirée, James, qui se retrouve seul avec Martin et qui est toujours à la recherche d'étincelles dans sa vie, finit par lui confier avoir couché avec une prostituée. Joyce, une jeune femme d'à peine 17 ans. C'était fascinant. Elle faisait tout ce que je disais. Sans discuter. Je disais, mets-toi là, et elle disait, oui, Martin. Je disais, allonge-toi, et elle disait, oui, Martin. Quoi? Elle disait quoi? Ah, je lui ai dit que j'étais toi. Que tu étais moi? Pourquoi? Comment elle peut savoir qui tu es, merde? Ah ouais. Les 2 hommes finissent par reparler des défis qu'ils devaient se lancer, et James demande à Martin d'avoir un rapport avec Joyce dès que possible. Le lendemain soir, Martin retourne au travail. Il fait alors la rencontre du policier que l'on voyait au début du film aux infos, l'inspecteur Cray. Ensemble, ils observent une photo d'un homme accroché dans le bureau qui fascine Martin depuis son arrivée. L'inspecteur lui explique qu'il s'agit de Lewis Payne, un condamné à mort. Voilà ce qu'il nous faudrait aujourd'hui. Un condamné à mort? Non, un meurtrier. L'inspecteur explique qu'il y a eu un nouveau meurtre de jeune fille et que le corps va être ramené d'une minute à l'autre à la morgue. Il finit par confier à Martin que tous les meurtres ont pu être reliés entre eux car le criminel a sa signature. Il prend les yeux de ses victimes. Nouvelle soirée au boulot. Alors que Martin étudie pour ses partiels dans le silence, l'alarme de la morgue se met à sonner. 03, l'alarme vient de se déclencher. L'alarme? Oui, l'alarme de la morgue vient de se déclencher. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? L'alarme de la morgue s'est déclenchée. Bah quoi? Bah il faut que vous alliez voir pourquoi. Le médecin de garde sera là dans une 30aine de minutes. Quoi? Mais si jamais le... Commencez par descendre et tâchez de trouver la panne. Et si jamais c'était pas une panne? Vous en faites pas, c'en est une. Notre héros prend alors son courage à 2 mains et finit par descendre l'ascenseur pour descendre à la morgue. Après une bonne descente d'organes, Martin découvre qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise plaisanterie de son ami. James en profite pour inviter Martin à passer la prochaine soirée avec Joyce et lui. Il lui demande de venir sur son 31. Nous retrouvons les 2 hommes au restaurant dans un cadre très chic. Martin fait la rencontre de Joyce et se présente comme s'appelant James face à elle. L'ami de notre héros oblige Joyce à boire, puis finit par lui demander de parler de ses clients les plus tordus. Elle finit par évoquer un client qui lui demande de jouer la morte avant de s'enfuir. Nouvelle soirée au travail. Alors que Martin fait sa ronde, un des cadavres a disparu et a été traîné jusqu'à une autre pièce. Martin appelle l'infirmier de garde, qui d'ailleurs n'est autre que Brad Dourif pour les fans de Chucky. À son arrivée, le cadavre a été remis en place et les traces de sang ont disparu. L'infirmier est alors convaincu de la mauvaise foi de Martin. Quant à l'inspecteur Cray qui était venu accompagner l'infirmier, ce dernier tente de rassurer Martin sans pour autant être convaincu par son histoire. La situation s'envenime. Joyce est en pleurs. Je sais qu'il faut que j'apprenne ça par cœur, mais j'y arrive pas. Peut-être... Sur les ordres de son oppresseur, Joyce va voir Catherine et, contre toute attente, elle lui raconte avoir eu des rapports sexuels avec Martin durant lesquels il lui aurait demandé de jouer la morte. Catherine, furieuse, est à 2 doigts de quitter Martin qui tente vainement de s'expliquer. Au travail, la situation n'est pas meilleure. En arrivant, Martin est convoqué. Un cadavre dans la morgue a été retrouvé déplacé et... Et le médecin affirme que tu es le seul à être venu ici. Devenu suspect numéro 1, notamment aux yeux du partenaire de Cray, l'inspecteur adjoint Bill, Martin est dans l'obligation de fournir du sperme afin de prouver qu'il est différent de celui retrouvé sur le cadavre et qu'il est de ce fait innocent. L'inspecteur Cray, quant à lui, semble plus ouvert d'esprit. Selon lui, l'assassin pourrait essayer de faire passer Martin pour le coupable. Il demande alors à ce dernier de réfléchir s'il pourrait avoir de potentiels ennemis. Martin réfléchit et pense à qui de son entourage aurait la possibilité de lui faire porter le chapeau. Et pour la première fois, il doute de son meilleur ami. Je vais te poser qu'une fois la question et après je débarrasse le plancher, on n'en parlera jamais plus, ok? Ok. Est-ce que c'est toi? De nouveau sur les ordres de son oppresseur, Joyce tente de donner rendez-vous à Martin pour le soir même en lui laissant un message vocal avec son adresse. Cependant, Catherine tombe sur le message et, dévastée, elle décide de se rendre chez Joyce pour parler. Le temps qu'elle se rende chez la jeune prostituée, la même musique qu'au début du film retentit chez Joyce. Et cette dernière se retrouve alors sauvagement assassinée. Au même moment, restée sans réponse à la porte, Catherine, qui entend la musique, finit par entrer dans l'appartement de Joyce. Et c'est alors qu'elle découvre avec effroi le corps de la jeune femme. Catherine prend le combiné et s'apprête à appeler la police, quand soudain, la porte de la salle de bain commence à s'ouvrir. Le tueur est toujours là.
Catherine s'enfuit de justesse, et c'est alors que sort de la salle de bain l'inspecteur Cray. L'inspecteur déverse une fiole de sperme sur le cadavre de Joyce. On se doute qu'il s'agit de celui de Martin, et il écrit son prénom avec le sang de la victime, avant de lui arracher les yeux. Catherine se réfugie chez James et Mary pour tout leur raconter. Alors qu'ils décident de prévenir la police, l'inspecteur adjoint Bill toque à la porte pour arrêter Martin, suite à la découverte du corps de Joyce et de son inculpation qui semble évidente. James innocente alors son meilleur ami en expliquant à l'inspecteur que Martin et lui avaient échangé leurs prénoms et que Joyce aurait dû écrire James si elle avait vraiment voulu désigner Martin. Catherine l'innocente également à son tour en racontant à l'inspecteur sa mésaventure chez Joyce. Lorsqu'elle y était, Joyce était déjà morte et il n'y avait pas de prénom écrit au sol. Au même moment, Martin, qui n'est pas au courant du meurtre de Joyce, est au travail et cherche qui pourrait être le criminel parmi son entourage. Soudain, il repense au vieux scandale dont lui avait parlé l'ancien veilleur de nuit et commence à se demander s'il n'y aurait pas un lien entre les deux affaires. En cherchant dans la salle des archives, il finit par tomber sur le dossier du veilleur qui avait été accusé à l'époque, mais jamais poursuivi en justice. Et il s'agit de Cray. Soudain, l'inspecteur Cray débarque. Il annonce à Martin qu'il est en état d'arrestation pour le meurtre de Joyce et de toutes les femmes qui l'ont précédé. S'ensuivra alors entre eux une altercation stoppée soudainement par l'arrivée de Catherine, qui était venue retrouver Martin. L'inspecteur Cray finit par les capturer tous les deux. Cependant, l'arrivée de James et de l'inspecteur adjoint Bill l'empêche d'achever le jeune couple. Cray tente d'abord de tromper son collègue avant de le tuer. Quant à James, il l'attache avec des menottes dans le bureau du veilleur, le temps d'aller tuer le couple. James remarque l'arme du crime qui avait été laissée sur le bureau. Et alors que ses amis sont sur le point de se faire tuer, il se taille un pouce avec le couteau et réussit à sauver Martin et Catherine. Le film s'achève avec le sauvetage des 3 protagonistes. Martin et James finissent en se lançant un dernier défi. Si on vieillissait ensemble? Ouais. Vieillissons. Ça, c'est un défi. Le Veilleur de nuit, film réalisé par le Danois Ole Bornedal, est sorti en France en 1998. Lors de mon premier visionnage, du haut de mes 12-13 ans, ce film m'avait beaucoup marqué. Et des années plus tard, je l'apprécie toujours autant. Premièrement, j'aime beaucoup la manière dont a été tourné le film. Dès le début, lorsque la porte s'ouvre et que la jeune fille s'adresse à nous pour nous inviter à entrer, le spectateur entre dans la peau du tueur. Lorsque la femme finit assassinée, la fin de la scène d'introduction s'achève avec un très gros plan sur ses yeux. Par la suite défile le générique avec les photos des femmes aux yeux rayés et découpés, et tous ces détails prennent sens lorsque l'on apprend que la signature du tueur est d'arracher les yeux de ses victimes. D'ailleurs, au passage, paix à l'âme de pauvre Polly, victime collatérale de ce meurtre. Enfant d'emblée, j'avais été marquée par cette scène. D'autres scènes sont tournées cette fois par le biais de travelling avant, méthode consistant à déplacer la caméra avec un chariot sur des rails, ce qui donne tout au long du film l'impression que nos protagonistes sont suivis par quelque chose ou quelqu'un qu'ils ne voient pas. Ce mouvement rend bon nombre de scènes très angoissantes. Ce qui m'a beaucoup plu dans Le Veilleur de nuit, c'est que la première partie du film peut donner l'illusion au spectateur qu'il s'agit d'un film paranormal, notamment avec le réveil potentiel des cadavres se trouvant à la morgue. Cependant, à partir d'un certain moment, on finit par comprendre que ce ne sont pas les fantômes qui jouent à Martin des mauvais tours, mais que ces déboires sont reliés à une série de meurtres bien réels. Et ainsi, le film s'avère au final être un bon thriller. Lors de mes recherches concernant ce film, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un remake d'un premier long-métrage sorti en 1994, toujours par Ole Bornedal, intitulé Nattevakten. Tout comme son réalisateur, le premier film est danois. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai trouvé plusieurs critiques de spectateurs déçus par le côté lissé et américanisé de la version de 1998. Personnellement, n'ayant vu que cette dernière, je la trouve pourtant très bien. Et j'avoue que les bandes annonces du film original sur internet ne m'ont pas trop donné envie. On dirait exactement le même film, mais en version plus cheap. Mais bon, un jour je ferai peut-être un effort avant de juger. En même temps, à mes yeux, c'est dur de critiquer Ewan McGregor. En parlant de la version originale, j'ai également trouvé en faisant mes recherches qu'un Nattevakten 2 est prévu pour fin 2023. Bon, là je vous avoue que par contre j'ai été complètement larguée par la bande-annonce. Le seul clin d'œil que j'ai trouvé avec le film original, c'est la scène avec la lampe et les papillons dedans, ou encore celle avec l'entrée dans la morgue. Pour le reste, n'ayant malheureusement aucune notion en danois, je ne suis pas certaine d'avoir tout compris de la nouvelle intrigue, mais certains personnages semblent plus originaux que les anciennes versions. Si vous ne l'aviez pas déjà vu, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder le film. N'hésitez pas à nous laisser un avis. Un grand merci d'avance pour tout votre soutien. Un petit like, un partage, voire même un abonnement, ça nous aide beaucoup. Encore un grand merci à vous tous, et à tout bientôt sur La Zone Morte.